Bonjour à toutes et à tous. Donc le titre de ma communication est Projet Green Term, genèse et développement d'une base de données terminologique de la transition écologique. Il sera question donc de vous proposer quelques questionnements qui nous a guidés tout au long de la réalisation d'un projet de recherche qui s'appelle Green Term, dont je vous propose donc la traduction parce qu'à l'origine le projet a un titre italien. Green Term, recherche terminologique et support numérique multilingue pour une durabilité communicable. Il s'agit d'un projet financé par le programme national du ministère de l'Éducation italienne PON, Ricerca e Innovazione 2014-2020, et qui a comme objectif celui d'encourager l'innovation et l'échange entre la recherche et le monde du travail par la réalisation de projets de recherche au bénéfice de l'innovation et des secteurs durables. Or, dans son idée initiale, le projet a envisagé la réalisation d'une ressource terminologique numérique multilingue conçue sous la forme d'une base de données ou d'une archive numérique et destinée aux institutions et entreprises locales italiennes, dans le but de repérer, analyser et fixer dans des fiches terminologiques des termes propres à des domaines afférents, à ce que le descriptif du projet en italien appelle le green, c'est-à-dire un ensemble de bonnes pratiques visant la protection de l'environnement. Le projet pouvait par conséquent toucher divers sujets, parmi lesquels la protection des écosystèmes et de la biodiversité, le changement climatique, les énergies renouvelables, l'économie d'énergie, la gestion des déchets et le recyclage également. Donc, vous voyez donc les langues concernées sont le français, l'italien, l'anglais, mais en moindre mesure, et que justement les destinataires envisagés sont les institutions, les organismes publics et privés et les entreprises. Alors, donc dans le but de respecter cette orientation initiale du projet et de se focaliser sur des thématiques présentant un intérêt considérable au niveau local et national, mais aussi européen et international, nous avons choisi de nous consacrer à l'étude de deux domaines, la construction durable et le tourisme durable. Pour ce qui est du premier, il faut rappeler que tant en Italie qu'en France, le tourisme durable représente l'un des secteurs, disons, des secteurs clés de relance promus après l'épidémie de Covid-19, et donc qui a fait l'objet de financement du plan national de relance et de résilience centré sur la transition écologique pour l'Italie et de la stratégie nationale bas carbone en France, et qu'au niveau international, le secteur du bâtiment en 2022 a été considéré comme l'un des majeurs producteurs d'énergie et d'émissions de CO2. Les pourcentages mentionnés sont donc 30%, 34% de demande d'énergie et 37% de GS, c'est-à-dire de émissions justement de gaz à effet de serre. Quant au tourisme durable, au contraire, il représente non seulement un secteur important pour les deux pays et les régions. Les Pouilles, par exemple, c'est ma région et donc la région dans laquelle effectivement le projet est né, si vous voulez. Mais il est également le destinataire de financement prévu dans le cadre du PNRR italien et du plan Destination France, donc français justement, qui a pour ambition de rendre la France comme première destination touristique mondiale et d'en faire la première destination du tourisme durable.
Alors, ces deux domaines se caractérisent par une forte, je dirais incontestable pluridisciplinarité, ce qui permet d'y trouver, notamment par le biais de l'analyse terminologique, la coprésence de différents sujets représentant les priorités d'action du développement durable. Alors là à l'écran, donc vous voyez des diapos effectivement qui résument un petit peu donc les corpus spécialisés que nous avons pu constituer. Ce sont donc des corpus spécialisés ad hoc. Pour ce qui est de la construction durable, le corpus se compose de textes rédigés par des institutions et des associations spécialisées françaises et italiennes dans la période 2012-2023 en diachronie courte, donc, en raison de l'incidence de la réglementation thermique 2012 et de la réglementation environnementale 2020. Pour ce qui est au contraire du tourisme durable, donc les textes repérés, ce sont des textes d'experts et donc d'institutions et d'associations, par exemple Atout France, Réseau des grands sites de France, l'ADEME, etc. Ou pour l'italien encore, le ministère du Tourisme, l'Institut supérieur pour la protection et la recherche dans le domaine de l'environnement qui a produit justement des textes au sujet du tourisme durable. Et pour l'anglais, au contraire, il s'agit d'organisations au niveau international, parce qu'effectivement, la matière du tourisme durable a fait l'objet de législation, de décisions, donc au-delà, on pourrait dire, du niveau national. Voilà. Mais la période concernée est celle justement de 2016-2023 parce que effectivement l'objectif c'était d'évaluer les retombées de l'agenda 2030 et alors justement au lendemain de sa publication le 25 septembre 2015. Alors, quant au cadre théorique du projet de recherche, donc il s'agit de s'articuler autour de trois piliers, c'est-à-dire les études sur la terminologie et le multilinguisme, la construction de ressources terminologiques et les problématiques liées à la création de tels outils, la variation terminologique à plusieurs niveaux, en diachronie courte, bien sûr, parce que au moins pour, disons, les deux corpus, effectivement, les deux gros corpus se construisent effectivement autour de cette, disons, d'une période de quelques années. Et sémantique, concept, donc la variation, non seulement la variation en diachronie courte, mais aussi au niveau sémantique et conceptuel et diastratique. Voilà. Les questionnements donc, qui concernent effectivement l'intervention de cette proposition, on pourrait dire de cette communication. Les questionnements dont je veux vous faire part aujourd'hui portent sur un aspect en particulier, c'est-à-dire la tension entre la nécessité de garantir une ressource qui respecte les principes d'une terminologie descriptive, telle que celle qui est à la base effectivement d'une base de données, sachant que la clarté, la précision et la qualité doivent guider la création d'une telle ressource, et la pluridisciplinarité de ces domaines qui font l'objet de notre analyse et que nous avons mentionné tout à l'heure. Donc cette tension se manifeste à plusieurs niveaux, au niveau de la définition du domaine, mais aussi du sur-domaine et des sous-domaines éventuels, l'identification d'experts, la constitution des corpus d'analyse, dont je vous ai parlé effectivement très rapidement, les termes qui circulent entre les domaines et la définition des champs de la fiche terminologique pour rendre compte de tous ces aspects que nous venons de mentionner. Donc vous voyez, d'un côté, l'univocité demandée par un projet on pourrait dire, de description terminologique et de l'autre, la pluridisciplinarité, la pluralité qui dérive de cette inter- et pluridisciplinarité sous-jacente
au domaine que nous avons choisi. Et alors, quant à la question du domaine, doit-on donc considérer, la question se pose, la question est là, doit-on considérer la construction durable et le tourisme durable comme à l'intérieur d'un surdomaine, donc d'un domaine plus grand? Et quel serait ce surdomaine? S'agirait-il de développement durable, de la transition écologique, sachant que la transition écologique est considérée et définie comme l'ensemble des changements imprimés au modèle économique et social dans le but de répondre aux exigences du développement durable? Ou bien faudrait-il parler de green, tel que l'italien l'emploie, c'est-à-dire euh, on pourrait dire une grande catégorie de l'environnement ou de l'écologie, ou bien justement parler de environnement ou d'écologie. Il faut reconnaître donc la forte labilité des frontières de la notion de domaine et des catégories qui en dérivent, notamment pour l'environnement, tel que Delavigne l'a rappelé dans sa publication de 2022. Alors, une autre question qui dérive de cette tension entre l'univocité et la pluralité est certainement, comme je le disais tout à l'heure, la pluridisciplinarité des domaines. Cette pluridisciplinarité annoncée au début de cette présentation donc, est bien visible dans les aspects constitutifs des secteurs choisis pour l'analyse. La construction durable concerne au moins 3 autres typologies de domaines et de professionnels, les ingénieurs, les architectes, les immobiliers, mais la liste est loin d'être terminée et montre effectivement un lien étroit entre les interventions internes au bâtiment et celles qui relèvent de l'urbanisme également. Des exemples viennent des associations qui réunissent ces catégories de professionnels. Avant tout, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, mais aussi les termes employés. En effet, un des exemples les plus considérables est celui de rénovation qui se définit aussi bien comme le travail consistant à remettre dans un état analogue à l'état d'origine un bâtiment, que l'ensemble coordonné d'opérations d'aménagement d'un quartier. Donc, on a d'un côté une définition, on pourrait dire, spécifique à un contexte plus architectural de la construction et de l'autre, celui de donc une définition plus liée à l'urbanisme. Cette pluridisciplinarité est encore plus visible pour, je dirais, le tourisme durable, car effectivement, enfin, est également visible pour le tourisme durable, qui garde la trace de plusieurs niveaux discursifs correspondant aux professionnels impliqués, le niveau administratif institutionnel, ou par exemple le domaine de la mobilité qui est bien visible par exemple dans les mots intermodalité, mobilité douce, ciclovia Politania, ou encore des bonnes pratiques, autodiagnostic, sistemi di gestione ambientale, o ancora la geografia, donc territorializzazione, pressione antropica. Un autre point très intéressant qui touche plus particulièrement les secteurs d'application du développement durable est certainement l'existence d'une terminologie d'interface, c'est-à-dire, selon l'appellation employée par Hambley dans son étude de 2006 et de durée 2024, donc plus tard, qui reconnaît l'emploi des termes partagés par des disciplines proches. Donc, pour nos domaines d'études, nous constatons la présence de termes issus de lexiques identifiant des thématiques récurrentes qui sont au cœur des interventions de la durabilité, l'environnement et les éléments naturels, les changements climatiques, l'économie circulaire, l'économie d'énergie. Donc, la question donc, que nous nous ont posée est la suivante. Que faire de ces termes?
Serait-il opportun de les considérer comme spécifiques de la construction durable et du tourisme? Faudrait-il les insérer quand même dans la base de données du projet? Donc, la question est, disons, ouverte. Et des indices de plurivocité sont visibles également dans les termes extraits du corpus à l'aide de logiciels spécifiques et opportunément enregistrés dans la base de données. Rares sont les exemples de termes présents dans tous les trois corpus. Je me réfère par exemple à écotourisme, écotourisme et écotourisme en anglais. Pour eux, un lien de renvoi est prévu dans la base de données, bien évidemment. En revanche, la majorité ne sont pas, disons, partagées de sorte que le français présente des termes qui désignent différentes typologies, disons, de tourisme durable. L'italien se caractérise par des termes relevant plutôt du champ administratif qui est effectivement très présent dans ce type de texte. L'anglais a des termes relevant des objectifs de durabilité fixés au niveau international. Donc ce résultat dépend bien évidemment de la composition du corpus, mais relève également d'une spécificité et révèle également une spécificité territoriale et linguistique de chaque corpus. Donc ces vides terminologiques, on peut les appeler de cette manière, à savoir pour les termes qui ne sont pas décrits ou qui ne sont décrits que dans une seule langue, l'indication des équivalents dans un champ dédié de la fiche terminologique représente effectivement une stratégie essentielle pour y remédier. Donc arrivons maintenant aux solutions que nous avons adoptées pour essayer de répondre à quelques-uns des questionnements présentés tout au long de cette présentation. Alors, ces solutions ont été intégrées dans le modèle de fiche terminologique qui constitue la base de la ressource terminologique que nous avons conçue et que nous sommes en train, que nous développons d'une certaine manière. Avant de les montrer, il faut maintenant préciser que le modèle de fiche que nous avons adopté est conforme à celui proposé par Zanola 2018, mais il a été adapté et simplifié selon les besoins des destinataires de la ressource. Donc, nous avons d'un côté la dénomination du champ qui introduit le terme par un simple terme, sans préciser qu'il s'agit d'une unité terminologique simple ou complexe, parce que effectivement les destinataires de ce travail, disons que auront justement besoin que de l'indication liée au terme et pas nécessairement à l'indication, donc s'il s'agit d'une unité simple ou complexe, sans préciser donc s'il s'agit d'une unité terminologique simple et complexe. Pas de marque morphologique qui ne serait pas effectivement utile pour eux, et l'introduction de champs de la phraséologie. Tout en partageant donc les positions des chercheurs qui considèrent le domaine comme une notion floue, dont effectivement que nous avons présenté avant, nous avons gardé la dénomination de domaine et de sous-domaine, car ce sont effectivement des catégories connues par des acteurs agissant dans un cadre institutionnel et associatif, c'est-à-dire les destinataires de notre projet. En plus, nous avons choisi d'insérer dans le champ domaine le secteur auquel le corpus d'analyse est associé et dans le sous-domaine la thématique spécifique sur laquelle porte le terme. La mobilité, les énergies renouvelables, par exemple. Or, le champ de la définition et du contexte sont cruciaux pour montrer l'application des termes dans les corpus d'analyse. Nous portons donc notre attention sur le champ des équivalents.
pour les termes qui font l'objet d'une description que dans une seule langue, par exemple, l'enjeu est de suppléer à ce manque dans les autres langues via l'indication de sources primaires, c'est-à-dire l'indication de justement des textes rédigés par les experts où effectivement nous retrouvons le terme dans le champ source des équivalents plutôt que de vérifier par exemple dans des glossaires ou dans des ressources linguistiques. Je me réfère par exemple au cas de surtourisme. Pour surtourisme, effectivement, nous avons donc intégré l'indication de source primaire, c'est-à-dire de textes rédigés par des experts ou effectivement dans les autres langues. Ce genre de texte, ce genre de terme a été effectivement fait l'objet d'une étude et d'une description particulière et dont effectivement nous avons trouvé une définition claire, spécifique, détaillée donc, dans les corpus. Le cas de servizi ecosistemici est très, on pourrait dire, similaire à celui de surtourisme en français. Donc nous avons procédé de la même manière. Pour ce qui est des termes d'interface, donc nous croyons que ces termes sont partie intégrante de la terminologie propre à la construction durable et au tourisme durable et méritent par conséquent d'être décrits dans une fiche terminologique à l'intérieur du répertoire consacré à chaque domaine. Pour eux, la stratégie adoptée est de montrer la pertinence du terme en relation au domaine en choisissant un contexte qui éclaircisse cette relation et de prévoir un lien de renvoi à la fiche terminologique du terme dans l'autre domaine d'analyse. Un exemple intéressant serait celui de aléas climatiques que vous voyez à l'écran, pour lequel nous avons choisi un contexte qui voit le terme réellement employé dans le contexte spécifique des pratiques portant sur le tourisme durable et prévu en renvoi à la fiche du terme rédigé pour la construction durable. Donc dans les deux, effectivement, dans les deux domaines, objets de l'étude. Nous arrivons donc aux conclusions de cette disons, présentation, de cette communication. Nous pouvons donc conclure que les produits terminologiques ont la priorité de rendre compte des savoirs de science et des techniques véhiculées par les termes. Cette description des termes dans le champ de connaissance d'un soi-disant domaine doit essayer de concilier l'exigence de respecter la vocation initiale de la terminologie pour la monoréférentialité et la clarté au bénéfice des destinataires de la ressource et de la circulation des termes dans des secteurs proches ou communiquant entre eux. L'environnement et les sphères d'activité créées à partir de la notion de développement durable possèdent une inter- et pluridisciplinarité sous-jacente qui se manifeste dans les usages des termes et qui mérite d'être écrite et signalée via des renvois internes, on pourrait dire, à la ressource, à l'intérieur d'une ressource terminologique. Dans les domaines de la transition écologique, il y a des marques donc d'inter- et de pluridisciplinarité qui sont visibles également dans une terminologie d'interface que nous retrouvons donc dans des lexiques et que manifestent d'une certaine manière l'universalité donc des objectifs et des valeurs promues par le développement durable et qu'il faut également donc prendre en considération lors donc de la réalisation d'une ressource terminologique adéquate pour des destinataires précis. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous laisse donc quelques références bibliographiques qui a fait, disons, sur laquelle effectivement nous avons appuyé notre étude.
Ma présentation porte sur la terminologie du changement climatique et c'est une thématique qui s'inscrit dans la suite de ma thèse qui portait sur la variation terminologique et la néologie dans le domaine du changement climatique et qui a soulevé pour moi beaucoup de questionnements puisque j'étais un petit peu constamment amenée à devoir adapter les outils théoriques, conceptuels, méthodologiques de la terminologie pour pouvoir étudier cet objet si peu prototypique qu'est le changement climatique. Alors pourtant, le changement climatique est un objet d'étude en terminologie. Je vais par ailleurs utiliser le sigle CCA pour me référer au changement climatique dans la suite de la présentation. Donc c'est un objet d'étude en terminologie avec trois grandes catégories de travaux. Donc premier qui travaille sur les propriétés des concepts fondamentaux, des travaux en néonymie et puis enfin des travaux sur les discours spécialisés en eux-mêmes. Donc on a une spécialisation des terminologues autour du changement climatique, alors que ce sujet est tout de même assez peu prototypique, et ce pour plusieurs raisons. Donc une première caractéristique, c'est sa transdisciplinarité, puisqu'il est en fait au carrefour non seulement de plusieurs disciplines scientifiques, hein, l'énergie, enfin c'est pas vraiment une discipline scientifique, disons la, la climatologie, l'économie, la sociologie, mais également à l'intersection de multiples sphères de la société impliquant les médias, le politique, l'économie, etc. C'est aussi un domaine qui a une dimension idéologique et militante importante et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment au niveau du discours et on va voir que ça peut même imprégner la terminologie. Et enfin, il y a une dimension enfin, la temporalité et l'idée que une urgence en fait qui imprègne aussi les discours autour de ce phénomène. Donc c'est vraiment très prégnant et même au niveau de la terminologie également. Donc finalement, on peut se demander euh, s'il s'agit véritablement d'un domaine ou si ça ne serait pas plutôt un problème, puisque le changement climatique, bon, c'est pas une activité, c'est pas une pratique, un secteur. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de problème? Et donc, ces questionnements m'amènent à la thèse suivante que je vais essayer de démontrer durant cette présentation, qui est que l'étude des termes du changement climatique, puisque c'est un sujet si peu prototypique en raison de ses différentes caractéristiques, ça amène à une évolution de la terminologie en tant que discipline. Cette évolution, elle est de trois ordres, donc des évolutions théoriques, des évolutions méthodologiques, et puis une évolution de l'éthos du terminologue. Donc ça sera plutôt un questionnement ouvert dans un dernier temps. Donc par rapport aux évolutions théoriques, je vais revenir une fois encore sur les notions de domaine et d'expertise. Je dis une fois encore puisque ce sont des notions qui sont questionnées depuis pas mal de temps en terminologie finalement, notamment la question du domaine avec dès l'émergence de la socioterminologie où on va préférer parler de sphères d'activité. Michel Petit en 2010, lui qui parle de secteur d'activité, Bordet en 2013 qui insiste sur cette idée de brouillage des frontières en prenant l'exemple de l'obsolescence programmée du domaine de l'environnement, donc des domaines dont les frontières sont trop floues pour que ce concept de domaine soit si évident pour les désigner. Michel van der Rieu parle, lui, d'intentionnalité plutôt que de définir le domaine par ses limites, puisque c'est finalement autour de cette idée de limite, de sectorisation du domaine que le débat tend à porter, et l'idée qu'on ne peut pas vraiment, et notamment pour le changement climatique, identifier des limites claires qui permettraient de définir un tel domaine. Et puis plus récemment, Valérie Delavigne qui préfère parler pour des domaines comme le changement climatique, l'environnement, d'objets de discours ou de thèmes. Donc je m'inscris dans dans cette dernière conceptualisation, objet de discours, thème et intentionnalité également. Et plus précisément, il me semble que pour le changement climatique, on peut
aller un petit peu plus loin dans le sens où il y a des caractéristiques qu'il dégage de cette thématique, de ce thème, et qu'il partage avec d'autres thèmes et qui tend à amener à une... Il semblerait qu'il y ait une sous-catégorie ici qui émerge. Donc ces caractéristiques, c'est l'idée de menace, de risque, de danger, et puis le fait que c'est un sujet qui appelle à des réponses multiples qui peuvent potentiellement contradictoires. Donc c'est pour ça que je préfère parler de problématiques qui seraient un sous-type de thème parmi d'autres problématiques telles que l'intelligence artificielle, la maladie d'Alzheimer, le terrorisme, euh, la cancérologie, etc. Excusez-moi. Et donc finalement, répondre à cette problématique constitue l'intentionnalité de ce que serait ce domaine, hein, entre guillemets, du changement climatique, intentionnalité qu'on peut définir qui s'articule autour de trois grands objectifs. L'évolution positive des connaissances, donc c'est le travail du GIEC, hein, typiquement, et des climatologues, la diffusion de ces connaissances, et puis l'action climatique qu'on peut définir comme le fait de réduire la menace du changement climatique. Donc on a une problématique, et cette problématique se définit par son intentionnalité, qui implique un minimum d'homogénéité interne, même si bien sûr il y a plusieurs manières de répondre à ces trois objectifs de cette intentionnalité. Cette définition alternative du domaine amène également à revoir un petit peu la définition de l'expertise, puisque finalement l'expertise, puisqu'on a ces trois objectifs, l'expert du changement climatique, ça va pas être le climatologue uniquement, ça va être finalement tous les acteurs qui participent de ces trois objectifs, et en fonction de leur degré d'implication, et on va pouvoir identifier différents degrés d'expertise en fonction du degré d'implication de ces différents acteurs dans cette problématique et enfin, en fonction de leur implication pour répondre à l'un ou plusieurs de ces différents objectifs. Donc on a une définition de l'expertise qui est finalement progressive. Donc ce sont les deux principes sur lesquels je m'appuie pour étudier le changement climatique et d'autres problématiques sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour étudier aussi d'autres problématiques. Et donc, au-delà de ces évolutions théoriques, ces problématiques, dont le changement climatique, appellent également à des évolutions méthodologiques, ou tout du moins, j'en ai constaté, j'ai dû y avoir recours, et j'en ai observé dans les travaux qui portent sur ce type de thème. Donc, avec des outils qui doivent notamment s'adapter à la transdisciplinarité du domaine. On l'observe dès l'étape de validation du statut terminologique des candidats à terme. Donc, par exemple, si je prends des unités extraites d'un corpus anglophone autour du changement climatique, donc on va avoir climate mitigation, greenhouse effect, global warming, des unités pour lesquelles, bon, on peut sans trop de difficulté affirmer qu'il s'agit là de termes. Mais dans cette liste d'unités extraites en utilisant le score de spécificité, et notamment thermostat, parmi les unités ayant un score de spécificité élevé, on a par exemple Energy Security, on pourrait plutôt associer au domaine de l'énergie. Le lien avec le changement climatique est peut-être moins direct qu'avec Climate Mitigation, où on a ce modifieur. Transport, qui semble un peu plus large, un peu plus général, et puis Doom, qui semble connoté. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces unités? Est-ce qu'on les exclut? Mais elles sont pourtant dans cette liste d'unités extraites, elles ont potentiellement un rôle euh, vis-à-vis de la problématique climatique. Donc, ma réponse à ça, ça a été plutôt que de traiter ces unités en termes absolus, c'est un terme, ce n'est pas un terme, de les classer selon différentes couches terminologiques. Donc une première couche où on a les unités qui seraient un petit peu la terminologie prototypique, donc, et des unités qui ont été créées, introduites, mobilisées pour explicitement répondre au changement climatique. Donc généralement, elles portent l'indice de ce rôle dans leur forme.
Deuxième couche, on a toute cette terminologie euh, qui vient d'autres domaines, mais qui est pertinente pour adresser la problématique climatique. Et puis enfin, une troisième catégorie avec des unités plutôt générales et qui désigne en fait des secteurs, les secteurs qui sont mobilisés pour répondre à cette problématique ou qui subissent les conséquences du changement climatique. Et donc relever ces unités, même s'il ne s'agit pas de termes prototypiques, mais les identifier, les catégoriser selon cette couche, permet en fait de cartographier quels sont ces différents domaines qui sont concernés par le changement climatique. Euh, un autre outil que j'ai mobilisé et qui est en fait qui a été motivé par la transdisciplinarité, l'évolution rapide et les multiples points de vue, c'est un outil qui servait à traiter en fait la variation conceptuelle, donc avec l'idée que ces différentes caractéristiques du domaine du changement climatique exacerbent cette variation conceptuelle. Donc on a un exemple, un carbon sink. En 2018, c'était défini par le GIEC comme un réservoir. En 2019, c'est défini comme any process, activity or mechanism. Donc on passe d'un réservoir, un objet, à quelque chose de concret, à un petit peu enfin, une définition qui devient beaucoup plus large, vague, et tout ça en l'espace d'un an. Donc on a cette variation conceptuelle et donc l'outil, j'y arrive, l'outil pour un petit peu traiter cette variation conceptuelle qui est exacerbée et donc qui a lieu potentiellement à large échelle dans le domaine, c'est un outil possible, hein, les modèles vectoriels qui s'appuient sur les couches neuronales et l'intelligence artificielle. Donc ici, j'ai une capture d'écran de résultats obtenus en utilisant l'algorithme Word2Vec qui m'a permis, à partir des listes de termes euh, communs à deux corpus, de comparer tous ces termes en contexte et d'avoir un score de similarité cosinus qui me permet de juger si oui ou non ces termes ont un sens proche ou s'il y a une variation conceptuelle entre les deux corpus dont ces termes sont extraits. Donc ça permet de un petit peu d'automatiser ou de semi-automatiser l'identification de la variation conceptuelle qui est généralement assez difficile à étudier. Et donc quand on a des domaines comme ça où elle est assez répandue parce qu'on a cette transdisciplinarité, cette évolution rapide, ça peut drôlement faciliter la tâche, même si bien sûr après ça nécessite un travail d'analyse encore plus pour vérifier un petit peu ces données. Euh, un autre aspect du domaine que j'ai mentionné en début de présentation, c'est l'importance des idéologies, la dimension militante dans ce domaine. Et cette caractéristique, elle peut se refléter au niveau terminologique. Donc, et un peu une preuve, entre guillemets, qu'on a en fait finalement des, 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 des liens qui se font entre terminologie et idéologie et l'idée que finalement ces deux dimensions de la communication ne sont pas euh, opaques l'une à l'autre, mais il peut y avoir de l'idéologie dans la terminologie. Donc une preuve un petit peu de ça, c'est cette dernière revue de terminologie qui porte justement sur ces interactions, cette interface entre terminologie, idéologie et discours. Et donc c'est quelque chose qui est assez présent dans le domaine du changement climatique, avec des termes qui vont porter des connotations qui vont donner l'impression que ces termes vont être utilisés pour militer finalement en plus du contenu spécialisé qu'ils portent. Donc c'est des unités telles que climate crisis, climate emergency, climate chaos, d'où en fait on pourrait bien sûr s'interroger sur le caractère terminologique, mais l'idée ici c'est que ils existent et qu'il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir décider ce qu'on fait de ces unités. Donc un outil possible, c'est l'analyse critique du discours et on le voit dans donc, un des articles qui était euh,
recommandés par les éditeurs de cette dernière revue de Terminology et également deux articles au sein de cette revue qui utilisent l'analyse critique de discours en terminologie. Donc, ça peut être finalement un outil, on n'a pas forcément on n'a pas forcément l'habitude de l'utiliser en terminologie, mais il peut devenir nécessaire dans ce type de domaine quand on étudie des problématiques avec une dimension idéologique telle que le changement climatique. Donc ce dernier outil m'amène à ma troisième partie, puisque avec cette analyse critique de la terminologie se pose la question aussi de notre positionnement en tant que terminologue. De quel point de vue on va critiquer cette terminologie potentiellement, qui a potentiellement une dimension idéologique. Et au-delà la question de la coloration idéologique des termes, cette question de l'éthos est également soulevée par d'autres aspects, donc la politisation de l'expertise, par exemple au sein du GIEC, on a les terminologues qui doivent collaborer avec donc les terminologues du GIEC qui doivent collaborer avec le corps politique, les preneurs de décision au moment de la rédaction d'un type particulier de rapport d'expertise que sont les résumés pour décideurs, où là on a vraiment un processus de validation ligne par ligne de ces rapports qui doivent être approuvés par le corps politique. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe lors de ce processus de validation. Est-ce que le politique prend le pas sur l'expert? Donc, il y a cette politisation de l'expertise qui est indéniable. Il y a aussi l'objectif de conscientisation, le fait de vouloir amener enfin, faire en sorte qu'un maximum d'individus, de communautés soient au fait des enjeux écologiques, et puis l'objectif de transition écologique. Donc, objectifs qui peuvent amener à se demander si on n'a pas finalement un rôle à jouer en tant que terminologue dans le choix des termes qu'on va définir, dans la façon dont on va les définir ou les analyser. Et autant de questions qui finalement soulèvent celle de notre ethos en tant que terminologue. Et cette question de l'ethos, elle n'est pas propre à la terminologie. Elle est propre à ce qu'on appelle, enfin, elle relève en fait de ce qu'on appelle la science post-normale, dont le changement climatique fait partie. Donc, des sujets comme le changement climatique qui ont des caractéristiques particulières, donc cette forte incertitude, conflit de valeurs et de perspectives, les enjeux importants, et puis donc cette urgence, ces caractéristiques font que, en plus de la science typique dans laquelle on s'inscrivait jusqu'à présent, euh, on observe une science post-normale qui est la science qui étudie ce type de problématiques, les problématiques qui correspondent à ces caractéristiques. Et la science post-normale, selon les auteurs qui l'ont théorisée, donc Funtovix et Ravets et d'autres, hein, cette science post-normale amènerait à une évolution de l'éthos scientifique. Donc finalement, toutes les disciplines qui sont amenées à étudier des thématiques qui relèvent de cette science post-normale sont amenées à se poser la question de cet ethos. Donc aux valeurs aux valeurs scientifiques mises en avant par Merton et qui se résume à l'acronyme CUDOS, Communalism, Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism, s'ajoutent d'autres valeurs, les valeurs de l'éthos post-normal résumées par l'acronyme Trust, Transparency, Robustness, Uncertainty Management, Sustainability and Transdisciplinarity. Donc, ce seraient des nouvelles valeurs qu'il faudrait intégrer pour pouvoir étudier ces problématiques, euh, ces nouvelles problématiques, ces problématiques qui relèvent de la science post-normale. Donc, finalement, la question que l'on peut se poser, c'est euh, comment la terminologie peut intégrer cette nouvelle ethos dans son socle de valeurs. Est-ce que c'est compatible avec notre travail en terminologie et est-ce que c'est nécessaire quand on veut s'attaquer à des problématiques comme le changement climatique? Donc, quelques petites idées, par exemple, pour la transparence, pourraient être de préciser au début de chaque projet de recherche, d'article de recherche, notre
nos potentiels biais. Par exemple, je suis une chercheuse blanche située dans un pays développé, et préciser que ça peut avoir influencé mon traitement de la terminologie de telle ou telle problématique. Pour la gestion de l'incertitude, ça peut être de systématiquement euh, opérer une veille sur le sens des termes et sur la terminologie, puisque c'est une terminologie qui évolue rapidement et qui est marquée par l'incertitude scientifique qui produit ces termes, l'incertitude de la science qui produit ces termes. Pour la sustainability, ça peut être s'interroger sur les termes que l'on va intégrer dans les bases de données terminologiques. Est-ce que ce sont des termes qui s'inscrivent dans cette idée de transition écologique ou non? Enfin, il y a énormément de choses à faire, je pense, et ça peut être aussi s'appuyer sur, là je m'inspire de l'écolinguistique. En écolinguistique, on a ce qu'on appelle une écosophie, donc c'est un socle de valeur qui tient compte très fortement de cette sustainability, donc la durabilité environnementale et sociale. Et ce socle de valeur guide le traitement des phénomènes linguistiques qui sont observés en écolinguistique. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas également faire en terminologie, une forme d'écoterminologie? Donc ça m'amène à ma conclusion. Donc on a vu qu'il y avait des évolutions théoriques, des évolutions méthodologiques et potentiellement des évolutions de l'éthos qui sont auxquelles l'étude du changement climatique invite. Et finalement, est-ce que ça n'inviterait pas également et par somme à une évolution épistémique structurelle de la terminologie pour qu'elle puisse traiter systématiquement euh, et de manière la plus exhaustive possible et la plus juste possible des sujets tels que le changement climatique, l'obsolescence programmée, le terrorisme, etc. Donc, je- une possible évolution épistémique structurelle, et je ne sais pas si je peux faire ça, mais enfin, je ne veux pas avoir l'air trop présomptueuse, mais j'ai pas pu m'empêcher d'y réfléchir. Donc, si on s'appuie sur le fait qu'on avait d'abord la terminologie avec cette approche prescriptive, on a eu la socioterminologie avec une approche descriptive. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer soit des apports à la socioterminologie ou alors une troisième branche, une autre branche, puisqu'il y en a plus que trois bien sûr, mais qui aurait une approche critique à partir d'une écosophie, donc ce socle de valeurs qui tiendrait compte de la durabilité sociale, environnementale, à partir duquel juger les termes, une dimension sociopolitique qui s'ajouterait à cette dimension diachronique chère à la socioterminologie, et puis au-delà de la normaison, parler de co-construction des normes en fonction des enjeux socio-idéologiques, tenir compte non seulement de la polysémie, mais également des biais idéologiques qui peuvent être associés au choix des termes, au choix des experts, à la construction des bases de données terminologiques, aux définitions. Et puis, en plus de la diversification des discours qui est tout à fait pertinent dans le domaine du changement climatique, puisqu'il est si transdisciplinaire, euh, pourquoi ne pas aussi systématiser l'étude critique des discours qu'on intègre et notamment du type d'expertise que l'on considère. Donc, je me suis permise de nommer cette somme de potentiels apports, analyse critique de la terminologie, mais bien sûr, ce n'est que provisoire et il s'agit là que d'une proposition. J'ai encore à travailler sur potentielle théorisation de ce courant, si c'est quelque chose qui est possible. Je vous remercie.